Madame Dary, vous allez nous permettre d'approfondir notre connaissance dans la branche famille, qui est organisée sous l'égide de la Caisse nationale en diverses CAF. Il y en a 103, je crois. 101 CAF. Il y a 101 CAF. Les questions que vous traitez sont au cœur de notre des questions que nous sommes amenés à traiter tous les jours, qui est l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie du logement. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir des relations avec la Caisse nationale, mais par contre, je crois qu'au niveau des CAF, je ne crois pas, j'en suis sûr, nous avons des relations étroites et suivies. Vous allez nous dire quels changements sont prévus dans les mois qui viennent, ou vous n'allez pas nous le dire. Ça, je n'ai pas très bien compris, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Je vais vous laisser quand même aussi vous présenter avant que vous ne passiez la parole à Jean Marquet qui va, lui, animer ce débat. Ce n'est pas un débat, d'ailleurs, pardon. Ça, c'est un défaut de télévision. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc Ségolène Dary, je suis conseillère politique, sociale et familiale en charge de la jeunesse, donc à la Caisse nationale des allocations familiales. Et je suis donc chargée du suivi de la politique en direction des adolescents et des jeunes adultes. Et je suis à ce titre notamment la prestation de service FJT. Voilà, ça fait partie de mon portefeuille et donc c'est à ce titre que je suis présente aujourd'hui pour vous présenter à la fois notre réseau, la branche famille, et les perspectives en matière de jeunesse et de logement des jeunes, d'accompagnement en FJT. Voilà. Eh bien, merci. Alors, comme vient de le rappeler Jean-Claude Moméja, président de l'ARFJ, les relations entre la CNAF, les CAF et les foyers de jeunes travailleurs sont effectivement anciennes et tout à la fois administratives, mais aussi coopératives, d'une certaine manière. Et si cette coopération s'est établie, c'est parce qu'il y a une concordance entre les missions générales de la CNAF et des CAF, et plus particulièrement aussi en direction de la jeunesse. Et alors pour nous, évidemment, les missions en direction de la jeunesse sont notre fonds de commerce. Et là, il y a vraiment, je pense, une concordance entre les deux, ce qui fait que les relations qu'on a eues ont toujours été bonnes, même si, de part et d'autre d'ailleurs, un certain nombre d'exigences se sont manifestées. Et ce qui caractérise un peu ces politiques, c'est cette volonté, chacun avec ce qu'il est et avec ses moyens, c'est de porter assistance aux populations les plus fragiles, avec un accompagnement social ou éducatif qui leur permet à ces personnes d'aller vers une autonomie et puis de pouvoir rester ou entrer et rester dans la vie de manière adulte et responsable. Mais aujourd'hui, on est, et ça tout le monde le sait, s'en rend compte, on est dans une période de très grande remise en cause des fonctionnements sociaux, des rapports sociaux. On est peut-être même en train de changer d'air, mais pas AIR, ERE. Et donc cette mutation dans laquelle nous sommes réinterroge quand même, rend plus que nécessaire cet accompagnement social, mais réinterroge fortement les manières de faire. Et nous autres, dans les foyers de jeunes travailleurs, on est en plein
dans cette réflexion-là, en disant comment on peut non pas suivre, mais accompagner les évolutions que les jeunes rencontrent, que les structures même plus largement rencontrent, comment on peut faire. Donc ça, on est au cœur un peu des préoccupations qui sont les nôtres, et à lecture des documents de la CNAF, on sent bien que la CNAF est aussi pour la part bien plus grande que la nôtre, qui est la sienne, est aussi dans ce genre de mise en perspective. Mais il ne s'agit pas simplement de réinterroger nos pratiques, il s'agit aussi j'allais dire, de chercher des solutions nouvelles, d'innover, de trouver des réponses pour demain qui n'existaient pas hier. Donc ça nous donne un certain nombre d'exigences pour aujourd'hui. Alors vous avez accepté, Madame Dary, de nous éclairer sur les objectifs et les moyens de la CNAF et des CAF sur toutes ces questions, et évidemment plus particulièrement sur les questions qui sont posées à la jeunesse et encore plus particulièrement aux jeunes qui sont résidents dans nos foyers. Alors, on vous a soumis un certain nombre de questions qui émanent d'un groupe de travail de la RFJ. Donc, je pense que vous les avez notées avec intérêt, sauf une, auquel vous nous avez dit que vous ne répondriez pas. Alors, on peut comprendre. Donc, il s'agit, il y avait un certain nombre de préoccupations qui émanaient du groupe de travail, qui disaient, mais il va y avoir une réforme des aides personnalisées au logement. Comment dirais-je, ce qui va être revisité, c'est que ça ne sera plus calculé sur N-2, mais sur l'année en cours. Est-ce que ça ne va pas poser un certain nombre de problèmes pour des jeunes qui, au bout de 2 ans, se sont un peu stabilisés dans la vie professionnelle, mais pas suffisamment pour pouvoir assumer tout ça. Bon, vous nous avez dit, c'est une vraie question, elle est en débat, mais on n'y répondra pas parce que la CAF n'a pas la réponse pour l'instant, puisque ça rentre dans le cadre du débat qu'il doit y avoir à l'Assemblée sur la validation notamment du financement et du budget de la CNAF. Voilà, donc on fera l'impasse pour l'instant sur ces questions-là, et du coup on pourrait organiser cette rencontre en 3 parties. La première, peut-être que vous nous rappeliez l'histoire de la branche famille, et particulièrement de l'organisation de la CNAF, des CAF, comment elles sont organisées, comment elles fonctionnent, quels sont leurs statuts, voilà. Et puis on pourra, dans un deuxième temps, une deuxième séquence, aborder la question de l'accompagnement socio-éducatif. Non seulement parce que, je le disais en entrée, c'est une vraie préoccupation pour nous, mais en même temps, vous avez, commandé une étude pour faire le point là-dessus. Donc, ce serait bien qu'on puisse en parler. Et peut-être que la 3e séquence pourrait être consacrée à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire quelle est la politique et les moyens que la CNAF et les CAF entendent se donner pour soutenir le travail avec les jeunes, notamment, si j'ai bien perçu les choses, notamment à travers l'évolution numérique. Mais aussi sur l'accueil, l'accompagnement de populations non traditionnelles pour les foyers de jeunes travailleurs. Voilà. Donc ça, ce serait bien que vous puissiez nous expliquer tout ça, et nous allons écouter avec des très, très grandes oreilles. Avant de laisser la parole à Madame Dary, je voudrais juste remercier Madame Monfajon, qui est arrivée il y a quelque temps déjà, et qui est la référence, on va dire, FJT dans les Hauts-de-Seine, si j'ai bien compris. Donc.
Très bien, alors j'y vais. Alors effectivement, la première série de questions que vous m'aviez adressées concernait du coup la branche famille, ses missions, ses moyens, son organisation. Donc je vais essayer de vous représenter tout ça sans être trop magistrale ou rébarbative. Je ne vais pas redresser toute l'histoire de la sécurité sociale parce que j'en serais bien incapable, mais en tout cas pour reposer un petit peu les grands jalons de nos missions, qui nous sommes, de qui on parle quand on parle de la branche famille et comment nous nous organisons. Donc la branche famille, c'est une des 4 composantes de la sécurité sociale, qui a été donc aux côtés des branches maladie, vieillesse et recouvrement, qui a été créée avec les ordonnances de 1967, donc il y a plus de 50 ans maintenant. Et donc cette branche famille est constituée à la fois de la Caisse nationale des allocations familiales que je représente et d'un réseau donc, de 101 caisses d'allocations familiales qui sont implantées sur l'ensemble du territoire français, donc département métropolitain et outre-mer également. Donc les missions, enfin en tout cas les grandes priorités, les champs d'intervention de la branche famille, on peut en distinguer 4 qui sont, on va dire, prioritaires. C'est tout d'abord aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, au travers notamment de toute la politique en direction de l'accueil de la petite enfance notamment, mais pas seulement. Faciliter la relation parentale et favoriser le développement de l'enfant et soutenir les jeunes. En troisième plan, créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle et accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. Voilà un petit peu les 4 grands champs d'intervention prioritaires de la branche famille. Donc pour mettre en œuvre ces 4 grandes priorités, la branche famille, donc la CNAF et les CAF, s'appuie sur 2 leviers. Donc le premier levier, c'est évidemment la délivrance de l'ensemble des prestations, des allocations que l'on délivre. Et dans un deuxième temps, les CAF développent également et financent une action, ce qu'on appelle l'action sociale des CAF, l'action sociale familiale, qui consiste principalement à financer un certain nombre d'équipements et de services à destination des familles et à financer également, à mettre en place une offre de travail social qui permet d'accompagner les difficultés des familles. Et ces 2 leviers forment ce qu'on appelle une offre globale de services, qui est ce que les CAF et la CNAF s'attachent à mettre en œuvre au quotidien dans les territoires, de manière à réduire les inégalités sociales de territoire entre les familles. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, un petit rappel, parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez très certainement. Au niveau des prestations légales qui sont versées par les CAF, il y en a un certain nombre, puisque les CAF gèrent plus de 20 prestations légales et versent ces prestations à plus de 12 millions d'allocataires, 12,7 millions d'allocataires en 2017, c'est un nombre très important. Et ces aides, donc ces allocations, ces prestations se composent principalement des aides financières qui sont versées sous forme de compléments de revenus, comme les allocations familiales, les allocations logement également. Et les CAF sont chargés également de verser un certain nombre de minima sociaux, comme la hache, le revenu de solidarité active et la prime d'activité. Donc vraiment, cette mission de délivrance des prestations, des allocations, c'est le cœur de métier des caisses d'allocation familiales. Dans les CAF, près de la moitié des agents sont consacrés à ce cycle de délivrance des prestations, qui est un processus. Je vous ai mis quelques étapes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc voilà pour les prestations légales. Et puis le deuxième levier d'action de la branche famille, c'est cette action sociale des CAF. Puisque, comme je vous le disais, donc les caisses d'allocation familiale contribuent contribuent au financement d'un certain nombre d'équipements et de services à destination des familles, que ce soit des modes d'accueil de jeunes enfants, l'offre de services enfance-jeunesse, au service des temps libres et des vacances. Un soutien également à la fonction parentale, on appelle aussi soutien à la parentalité,
donc à travers des dispositifs comme les lieux d'accueil enfants-parents, la médiation familiale, ou encore les réseaux d'écoute et d'accueil et d'appui aux parents. Les CAF financent également des services qui favorisent l'intégration des familles dans leur environnement. Donc là, c'est l'ensemble de la politique d'animation de la vie sociale à travers les centres sociaux et tous les équipements et lieux qui contribuent également au milieu rural, ou dans l'ensemble des territoires d'ailleurs, à cette animation de la vie sociale. Donc l'ensemble aussi de la politique qui contribue à l'amélioration des conditions de logement et du cadre de vie des familles, à travers notamment la lutte contre l'insalubrité des logements. Et enfin, comme je vous le disais, dernière partie de cette action sociale des CAF, c'est toute l'offre de travail social qui est mise à disposition des familles pour faire face à leurs difficultés. Donc, quels sont les moyens de la branche famille pour mettre en œuvre l'ensemble de ces missions ? Donc déjà un petit rappel, donc chaque année, le budget de la branche famille est voté par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Et donc je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner des ordres de grandeur. Donc en 2017, les prestations versées par les caisses d'allocation familiale représentaient quasiment 90 milliards d'euros. Donc c'est très important, dont 42,9 milliards d'euros pour le compte de l'État et des départements, au titre de l'ensemble de ces minima sociaux qui sont versés par les CAF pour le compte de l'État. Et en ce qui concerne l'action sociale des CAF, qui est financée via le Fonds national d'action sociale, géré par la Caisse nationale, ce Fonds national d'action sociale était doté en 2017 de 5,7 milliards d'euros. Voilà, pour vous donner les ordres de grandeur. Je vous ai également mis un graphique qui présente la répartition des dépenses de l'ensemble de la branche famille par champ d'intervention. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver par ailleurs dans le rapport d'activité annuel de la CNAF, pour vous donner voilà, les grandes masses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez un petit peu comment se répartit l'ensemble des dépenses et l'action de la branche famille sur les différents champs. Et également l'ensemble donc des recettes, puisque nous sommes financés, l'action de la branche famille est financée par différents canaux. La contribution de solidarité, les cotisations sociales versées par les employeurs, un certain nombre d'impôts et de produits affectés, dont la CSG, et puis un certain nombre de transferts également d'impôts et de taxes qui sont donc transférés aux caisses d'allocation familiale pour le financement des minima sociaux et remboursés également par les départements, notamment pour ce qui concerne le RSA. En ce qui concerne donc le statut juridique de la CNAF et des CAF, voilà, qui est une question qui revient fréquemment, et je vous détaillerai par la suite la manière dont nous sommes organisés et quels sont les liens entre la Caisse nationale, l'État et les caisses d'allocation familiale. Donc la Caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif qui est placé sous tutelle de l'État. Donc nous avons une double tutelle, une tutelle du ministère de la Santé et des Solidarités et une tutelle du ministère du Budget. Et puis nous sommes par ailleurs en partenariat avec un certain nombre d'autres ministères, comme notamment le ministère du Logement pour tout ce qui concerne la délivrance des allocations logement. Et la Caisse nationale est donc administrée par un conseil d'administration qui est dirigé par un directeur général. En ce qui concerne les caisses d'allocation familiale, les CAF donc, sont des organismes de droit privé qui assurent une mission de service public régie par le Code de la sécurité sociale. Et chacune de ces CAF sont elles-mêmes dotées d'un conseil d'administration et d'une direction générale. Donc je vais revenir plus en détail sur ma présentation, dans le cadre de ma présentation sur l'organisation de la branche famille et le rôle du conseil d'administration de la CNAF et de la direction générale. Donc, comme je vous le disais, la CNAF est sous tutelle
de 2 ministères et en lien avec d'autres ministères également pour l'ensemble des politiques qu'elle met en œuvre. Et pour ce faire, la CNAF signe une convention d'objectifs et de gestion qui est le document qui pose l'ensemble des orientations pour une période de 5 années maintenant, qui pose l'ensemble du cadre stratégique qui va être celui de la branche famille pour les 5 années à venir, puisque nous avons signé notre toute dernière convention d'objectifs et de gestion l'an dernier, qui va couvrir toute la période jusqu'à 2022. Voilà. Donc, nous sommes donc en lien avec le gouvernement via ce document, cette convention d'objectifs et de gestion qui fixe nos priorités politiques et nos moyens. La CNAF a par ailleurs un rôle de pilotage du réseau des CAF. Et donc, pour assurer ce rôle de pilotage, elle signe avec chaque caisse d'allocation familiale ce qu'on appelle des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion qui déterminent les moyens alloués et les priorités pour chaque caisse d'allocation familiale pour le temps de la mise en œuvre de la COG. 5 ans, tout à fait, sur la même temporalité. Donc voilà, donc comme je vous disais, donc cette convention d'objectifs et de gestion, c'est ce qui fixe les objectifs et les moyens dévolus à la branche famille pour assurer ses missions. Donc pour cette actuelle COG, signée l'an dernier, donc à partir de 2018 et qui va couvrir la période jusqu'à 2022, nous avons 3 objectifs principaux. Je vous rappelle que si vous en avez le temps et le désir, l'intégralité de la COG est consultable en ligne sur notre site du CAF.fr. C'est un document assez conséquent, mais qui est organisé par fiche, donc vous pouvez consulter exclusivement ce qui vous concerne sur la partie logement. Merci. Eh bien, merci. Alors, juste une précision sur le mode de gouvernance et notamment sur la composition des conseils d'administration, parce que vous avez bien expliqué qu'il y avait une gestion un peu autonome, mais sous tutelle de plusieurs ministères. Ce sont les grands objectifs, et ensuite la COG s'organise, donc, comme je vous disais, sous forme de fiches thématiques par champ d'intervention, qui détermine les grands objectifs et les grandes priorités par domaine. Donc vous avez notamment, et c'est une des nouveautés pour cette COG, une fiche dédiée à l'accompagnement de la jeunesse, donc adolescents, jeunes adultes, 12-25 ans. Voilà, pour terminer, donc un petit rappel des chiffres clés de la branche famille. J'en ai donné déjà quelques-uns, 12,7 millions d'allocataires qui reçoivent donc au minimum une prestation versée par les caisses d'allocation familiale. Et ça représente en réalité 31,6 millions de personnes couvertes si on compte l'ensemble des enfants, des familles qui sont couverts via nos prestations. Donc c'est conséquent, ce qui nous permet aussi d'avoir une très bonne connaissance des habitants des territoires, puisqu'on a un fichier des allocataires qui nous permet de collecter un certain nombre de données sur les allocataires. C'est aussi une des forces des caisses d'allocation familiale, cette connaissance des allocataires et des habitants. Donc je ne vais pas rappeler presque 90 milliards d'euros de prestations versées, et puis quelques chiffres aussi sur le nombre de visites et le nombre de contacts et d'interactions que nous avons via les différents canaux de communication, que ce soit le CAF.fr, le nombre de visites dans nos accueils. On l'oublie souvent, mais les CAF sont aussi des lieux d'accueil du public. 9,7 millions de visites dans les caisses d'allocation familiale en 2017, plus de 18 millions d'appels téléphoniques traités et 110 millions de courriers reçus. Donc on est vraiment au plus près des allocataires. Quelques autres chiffres aussi sur la manière sur les publics que l'on touche. Plus de 23 400 enfants handicapés accueillis dans les crèches et les centres de loisirs, et plus de 400 000 places en établissement d'accueil du jeune enfant. Voilà, pour vous donner un petit peu les chiffres clés donc là, qui concernaient l'année 2017. Avec un conseil d'administration qui est composite. Tout
Tout à fait. Oui, c'est vrai que je suis passée un petit peu vite sur la composition du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration de la CNAF est composé de 35 administrateurs qui représentent à la fois les salariés, les employeurs et les familles. Donc, on a un conseil d'administration qui est effectivement, comme vous le disiez, je ne sais pas si on peut dire composite, mais en tout cas divers dans sa représentation. Et donc ce conseil d'administration qui a pour but de voter le budget en particulier et l'ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre notamment de l'action sociale. Voilà. Cette composition, enfin, c'est pas anodin sur la façon dont la CAF, la CNAF et les CAF travaillent, parce que c'est quand même pas très très courant d'avoir en responsabilité partagée, même s'il y a des directives et un directeur général qui les applique, d'avoir des gens qui représentent des situations et des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc peut-être d'ailleurs que le bon fonctionnement de la CAF et la qualité de ses prestations, peut-être qu'au-delà de la qualité intrinsèque des gens qui y travaillent est aussi liée à la dynamique de son de son conseil d'administration et à l'efficacité et à l'intérêt des échanges entre des gens très, très différents. Est-ce qu'il y a sur cette partie-là des questions ? Non, c'est pas une question, mais peut-être juste en complément, parce que c'est quand même un peu ça qui nous lie au quotidien, c'est dans le cadre de notre activité, au service de l'ensemble de ces objectifs qui ont été super bien balayés. C'est notre action sociale territoriale. Et en effet, tout ça se décline en matière à l'échelle des CAF, autour d'un projet partagé. Le projet, on le partage en effet avec les équipements, avec les structures associatives, avec les collectivités, bien évidemment. On est au cœur de la collectivité parisienne et donc on a quand même une convention territoriale globale qui vient structurer de grands axes d'intervention communs et partagés, et bien évidemment en complémentarité avec les acteurs du territoire, au premier rang desquels il y a notamment les foyers de jeunes travailleurs, mais aussi les bailleurs, hein, il ne faut pas les oublier dans cette dynamique, et leur capacité d'innovation et leur accompagnement aussi dans des nouvelles initiatives autour notamment de l'habitat participatif, hein, et sont des acteurs essentiels, et puis bien évidemment l'ensemble des services sociaux avec lesquels on travaille tous collectivement fortement. Alors je prends l'exemple de la CAF de Paris, mais je pense que l'ensemble des personnes qui sont ici présentes ont les mêmes dynamiques de territoire partout en France. Ça, c'est quand même on va dire un dénominateur commun de notre intervention. Merci. D'autres compléments ou questions ? Non, c'est bon ? Alors, dans la convention d'objectifs et de gestion de la période qui s'est terminée fin 2017, figurait un axe important dans la politique jeunesse qui était de favoriser un peu, par l'accompagnement, par toute une série d'autres mesures, l'autonomie des jeunes. Et alors, la CNAF, vous avez à la CNAF commandité une étude, j'allais dire, qualitative, pour essayer de voir comment, dans les FJT plus spécifiquement, l'accompagnement socio-éducatif se faisait. Donc, les résultats ont été publiés l'année dernière. C'est le cabinet Force qui a été désigné pour faire cette étude-là. Alors, elle est, quand on en prend connaissance, elle est d'ailleurs consistante. Hein, elle fait je ne sais combien de pages sans bourrelet, quoi. C'est tout ce qu'on y trouve est tout à fait intéressant. Ça corrobore ce sur quoi on s'interroge depuis longtemps dans les foyers de jeunes travailleurs et
particulièrement aussi au sein de la RFJ, qui est que on voit sur cet accompagnement un changement de données, c'est-à-dire que, et notamment par rapport à ce qui était une des priorités de la CAF, des CAF et de la CNAF, qui était l'accompagnement collectif et des actions collectives. Or, on constate que c'est de plus en plus difficile à mettre en œuvre, et ça, l'étude de Force le montre très bien, et en même temps, une augmentation extrêmement forte du besoin d'accompagnement et de soutien individuel à des jeunes qui eux-mêmes se trouvent de plus en plus en difficulté et qui ont besoin de cet accompagnement. Alors, est-ce que vous pouvez là-dessus, parce que là, vraiment, ça nous intéresse beaucoup, nous dire comment cette étude a été commanditée et pourquoi l'a-t-elle été? C'est soit parce qu'il n'y en avait pas eu avant et qu'il était temps de le faire, ou soit parce qu'on arrivait au terme de cette convention d'objectifs et de gestion. Pourquoi et comment ça a été fait à partir d'un panel dit représentatif de la diversité des foyers et de leurs occupants, et puis dire les principaux effets les principaux enseignements que vous en retenez, et si c'est le cas, de ces enseignements-là, comment vous les mettez en perspective pour la nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Très bien, oui. Alors effectivement, donc peut-être pour commencer, cette étude, effectivement, moi, elle a été commanditée par la direction de l'évaluation et des statistiques donc de la CNAF, et donc une de mes collègues qui était chargée du pilotage de cette étude, je lui avais proposé de m'accompagner pour venir faire la présentation de cette étude, mais malheureusement, elle n'a pas pu se libérer, donc je vais me livrer à cet exercice. Je sais que la CAF de Paris, qui a aussi contribué et participé à l'étude, pourra apporter des compléments le cas échéant. Sur cette étude qui effectivement on avait la branche famille, la CNAF avait souhaité très fortement lors de la précédente COG faire cette étude, puisqu'on disposait de peu d'éléments de bilan sur ce projet socio-éducatif, cet accompagnement socio-éducatif qui est mis en œuvre par les FJT, et c'était très important. Plus de 10 ans après la publication de la lettre circulaire de 2006 sur la prestation de services FJT qui finance la mise en place de cet accompagnement socio-éducatif, de faire ce bilan pour à la fois mieux qualifier ce qu'est cette spécificité de l'accompagnement socio-éducatif en FJT et de sa réception également par les jeunes. C'était un petit peu les deux volets qui nous semblait essentiel dans la réalisation de ce bilan. Peut-être avant de rentrer plus directement dans l'étude, je voulais rappeler quand même un certain nombre d'éléments clés sur le soutien qui est apporté par la branche famille au logement des jeunes et particulièrement au foyer de jeunes travailleurs, en rappelant un certain nombre d'éléments de contexte, puisque en fait nous soutenons les FJT et la politique du logement des jeunes en visant deux objectifs en réalité. Le premier, c'est bien évidemment permettre l'accès aux droits des jeunes en matière de logement et permettre leur autonomie. Donc c'est bien une action en direction des jeunes, mais c'est aussi, puisque nous sommes la branche famille et que nos publics, ce sont d'abord les familles, nous soutenons donc les FJT, parce que c'est un moyen d'alléger la charge des familles au moment de la décohabitation du jeune, qui, on le sait, est une période qui peut être coûteuse en temps et en finance, tout simplement, pour les familles. Donc ce soutien au FJT, il intervient vraiment à ces deux titres, au titre du soutien en direction des jeunes, mais aussi surtout en direction de leurs parents et donc de leur famille.
Je pense que ça, c'était important de le rappeler. Et puis, donc, comme vous le savez, donc, les CAF soutiennent les FJT à travers donc, cette prestation de service, qui est une prestation de service qu'on appelle à la fonction, puisqu'elle soutient la fonction d'animation, d'accompagnement socio-éducative. Et les CAF soutiennent également les FJT sur leurs fonds locaux, puisque je n'ai pas dit tout à l'heure, mais que vous savez peut-être, c'est que les CAF, outre les fonds nationaux qui sont gérés par la CNAF, disposent de fonds locaux qui leur sont alloués par la CNAF pour développer des politiques volontaristes. Et donc les FJT sont aussi soutenus, outre la prestation de service, via les fonds locaux des CAF, pour des dépenses de fonctionnement, mais également d'investissement. Voilà. Donc, je voulais rappeler ces éléments-là, et puis rappeler aussi des éléments, quelques chiffres, des éléments chiffrés, des ordres de grandeur, sur la période de la précédente COG, donc, qui a couru de 2013 à 2017. C'est 133,4 millions d'euros qui ont été versés par la CNAF au titre de la prestation de service FJT, et 46 millions d'euros qui ont été versés par les CAF sur fonds locaux. Voilà, et donc en 2017, c'était quasiment 500 FJT sur l'ensemble du territoire qui étaient soutenus par les CAF, donc pour un total de quasiment 50 000 lits. Voilà. Donc au regard de ce soutien qui est quand même assez conséquent, hein, je crois qu'on est la branche famille et le premier financeur de l'accompagnement socio-éducatif dans les FJT. Et donc c'est vraiment au regard de cette action, de cette implication de la branche famille que l'on a souhaité avoir des éléments de bilan, et donc que nous avons financé et piloté cette étude. Donc cette étude qui, comme vous l'avez bien dit, a été réalisée par le cabinet Force Recherche Sociale, et qui visait, donc, comme je le disais tout à l'heure, à la fois à mieux qualifier ce qu'est et ce que fait, ce qui fait la spécificité de l'accompagnement socio-éducatif dans les FJT, qui nous semble avoir vraiment un certain nombre de particularismes et une plus-value très importante, mais qu'il fallait objectiver. Et puis, dans un deuxième temps aussi, deuxième objectif de cette étude, c'était appréhender l'adéquation de l'accompagnement aux besoins des jeunes, et finalement comment cet accompagnement était perçu et apprécié par les jeunes qui sont logés dans les FJT. Donc, pour revenir un petit peu sur la méthodologie, donc c'est une étude qui a eu pour territoire d'investigation 4 territoires qui ont été choisis pour leur diversité de caractéristiques. Donc 2 départements franciliens, Paris et la Seine-et-Marne, qui étaient donc 2 départements franciliens, mais qui présentaient des caractéristiques quand même assez différentes en matière d'attractivité et de taux d'équipement. Un département dynamique et attractif pour les jeunes, donc la Loire-Atlantique, et un département plus rural, l'Orne. Donc le cabinet a procédé selon la méthodologie suivante. D'abord une enquête auprès de 10 établissements d'IFJT donc ce panel a été choisi pour leur représentativité de la diversité de l'ensemble des FJT, à la fois en termes de bâti, mais également de gestionnaires, de taille et de localisation. Donc il y avait dans ce panel à la fois des associations créées ad hoc pour développer et gérer une offre à destination des jeunes, et des associations qui avaient un champ d'intervention plus large que le logement des jeunes, et également dans ce panel un gestionnaire, une collectivité gestionnaire. Voilà. Donc le cabinet a mené des entretiens également avec des acteurs institutionnels qui financent ou qui sont partenaires des foyers de jeunes travailleurs, à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle départementale et à l'échelle locale. Et puis, très important dans cette méthodologie, une enquête par questionnaire a été passée à 170 jeunes qui sont accueillis en FJT.
Donc ça représentait entre 10 et 24 jeunes enquêtés par FJT, donc un nombre quand même assez conséquent de jeunes qui ont participé à cette enquête. Et puis également, donc cette enquête par questionnaire a été complétée par des entretiens collectifs organisés dans 7 foyers de jeunes travailleurs avec des groupes de jeunes. Voilà, donc une méthodologie assez complète, assez robuste, qui permet donc de dégager un certain nombre de résultats pour étayer un petit peu ce qu'est ce qui fait la spécificité de l'accompagnement socio-éducatif en FJT et sa réception par les jeunes. Donc d'abord, les conditions d'accueil en FJT. Voilà, la première partie de l'étude visait à mieux qualifier, mieux définir, repréciser ce qui fait la spécificité de l'accompagnement socio-éducatif en FJT. Et donc vous avez sous les yeux une sorte de schématisation qui permet de qualifier un petit peu les éléments qui sont constitutifs de ce projet socio-éducatif en FJT, donc qui est composé d'abord d'un support. Donc le support de ce projet socio-éducatif, c'est d'abord la configuration du bâti et la localisation des structures, qui est très particulière puisqu'on a voilà, des structures de l'habitat semi-collectif, du pré-habité, j'y reviendrai après. Ce support, c'est également la présence d'une équipe qualifiée dans les structures. Et puis, troisième élément constitutif très important de ce projet socio-éducatif, c'est la présence de jeunes au profil très divers qui forment donc cette mixité sociale au sein des FJT qui est extrêmement importante, qui est vraiment un élément fondateur et central du projet socio-éducatif des FJT, auquel nous, en tant que branche famille, nous sommes aussi très attachés. Donc, premier élément constitutif, c'est vraiment ce support. Mais le projet socio-éducatif, l'accompagnement socio-éducatif, c'est aussi une mise en œuvre. Donc, c'est l'ensemble des moyens d'intervention des équipes qui accompagnent les jeunes au quotidien. Et c'est aussi l'environnement partenarial qui forme donc le contexte d'intervention des FJT qui sont inscrits dans les territoires au sein d'un environnement partenarial. Donc pour commenter un petit peu plus avant les résultats de l'étude et ce que met en exergue donc l'étude au sujet du projet socio-éducatif et de l'accompagnement socio-éducatif. Donc d'abord, cet accompagnement socio-éducatif, je disais, c'est des conditions d'habitat qui sont très propres au modèle foyer de jeunes travailleurs. C'est d'abord un logement qui est peu coûteux, et qui est prêt à habiter, puisque voilà, les jeunes ont accès à des logements individuels, meublés, qui sont plutôt, voilà, qui correspondent plutôt à leurs attentes, aux attentes des jeunes lorsqu'ils cohabitent. C'est aussi une gestion locative qui est adaptée aux jeunes, puisque les jeunes voilà, versent une redevance qui leur donne accès à la fois au logement, mais aussi à un certain nombre de services au sein des FJT. Et puis vraiment, une des plus-values, il me semble, très importante et qui est bien mise en avant dans l'étude, c'est le cadre semi-collectif en FJT, puisque l'ensemble des foyers de jeunes travailleurs donc, voilà, sont composés de logements individuels, mais aussi d'espaces collectifs qui sont offerts, on va dire, aux jeunes, qui leur permettent voilà, de se rencontrer entre eux, de rencontrer les équipes des foyers, et qui finalement sont le cadre et le support d'échanges et de rencontres et qui favorisent le vivre ensemble au sein des foyers. Donc tout ça forme vraiment le modèle foyer de jeunes travailleurs et ce que montre l'étude, c'est que c'est globalement un modèle des conditions d'habitat en tout cas qui sont bien appréciées par les jeunes qui sont logés en FJT. Alors avec cette
cette petite nuance apportée par certains jeunes qui voient parfois dans le fait, dans cet accompagnement qui est prodigué par les équipes des FJT, parfois une petite contrainte de leur aspiration à une intimité un petit peu plus forte. Et certains jeunes, par exemple, disent préfèrent faire le ménage dans leur chambre et n'ont pas besoin d'avoir des personnels de ménage qui viennent chez eux, nettoyer leur chambre et toucher à leurs affaires. Bon, voilà, c'est entendable. Mais globalement, on peut quand même dire que ce modèle, et en tout cas c'est ce que met l'étude en avant, est bien apprécié par les jeunes. Deuxième élément constitutif, c'est le public, comme je disais, donc les FJT, l'étude le met vraiment bien en avant. Pour le coup, c'est la mixité sociale qui est, je crois, considérée par vous, mais aussi par les financeurs et notamment par la branche famille comme un élément vraiment intrinsèque du modèle FJT et qui est vraiment une des conditions de l'accompagnement dans les structures. Cette mixité sociale, elle permet la rencontre entre des jeunes qui sont issus de milieux moins favorisés avec des jeunes qui sont issus de milieux plus favorisés et c'est véritablement une des plus-values du modèle. Et donc, je voulais vous lire une des citations d'un membre d'une équipe de FJT qui résume bien cette idée autour de la mixité sociale. C'est le rôle des FJT, c'est de favoriser cette rencontre entre un jeune ingénieur et un bénéficiaire de l'ASE. Face à l'injonction de loger les plus démunis, il faut maintenir cette mixité car c'est une richesse. Il s'agit de produire une micro-société qui ressemble à celle du dehors. C'est une manière de se confronter à la vraie vie. Donc cette mixité, elle est fondamentale, je disais, mais c'est vrai que ce que met en avant l'étude, et ce qu'on constate par ailleurs sur le terrain, c'est la mise en tension de ce modèle par les évolutions sociales avec des situations de jeunes qui se précarisent, qui font face à des situations toujours plus compliquées. Et donc les FJT font parfois face à des pressions de la part de leurs partenaires institutionnels pour accueillir un certain nombre de jeunes qui font face à de grosses difficultés pour lesquelles les équipes en FJT ne sont pas toujours préparées et pas toujours suffisamment bien équipées pour faire face et prodiguer un accompagnement j'allais dire adéquat pour des jeunes qui font parfois face à des difficultés psychologiques très importantes, tout un certain nombre de problématiques auxquelles les équipes ne sont pas toujours préparées. Donc c'est toujours la difficulté, la tension qui existe entre la nécessité toujours plus grandissante d'accueillir des jeunes en difficulté sociale, comme des jeunes qui sortent notamment de l'aide sociale à l'enfance, mais pas seulement, et la nécessité de maintenir cette mixité au sein des structures. En ce qui concerne donc les équipes qui sont chargées dans les FJT de mettre en œuvre cet accompagnement socio-éducatif, donc ce que mettait en évidence l'étude, c'est finalement la pluridisciplinarité des équipes qui interviennent sur de larges amplitudes horaires. Jusque-là, je vous apprends rien. Là aussi, c'est vraiment une des spécificités des structures FJT. Les personnels sont présents sur des plages horaires extrêmement importantes, présents en soirée, jusqu'à des horaires assez tardifs. Donc, en termes de politique RH, on va dire, c'est extrêmement exigeant. Et puis surtout, les équipes socio-éducatives, et c'est là aussi très important et nous y sommes très attachés, sont composées de professionnels qui sont qualifiés et que ça participe, cette qualification, de la qualité de l'accompagnement qui est prodigué. Et par ailleurs, donc l'action socio-éducative, elle est vraiment fondée sur l'idée de transversalité entre les équipes. Ce qui est vraiment très intéressant et ce qui est bien mis en avant dans l'étude, c'est finalement cette polyvalence de l'ensemble des membres de l'équipe, qui vont des travailleurs sociaux jusqu'à l'équipe de veilleurs de nuit ou l'équipe qui assure l'entretien des logements, qui tous finalement sont associés à la mise en œuvre de l'accompagnement socio-éducatif
socio-éducatifs et contribuent à leur échelle à l'accompagnement des jeunes. Donc là aussi, c'est vraiment très intéressant de noter cette co-construction, cette polyvalence et ce coportage de l'accompagnement par l'ensemble des membres de l'équipe. Et à ce titre, l'étude montrait que parmi les jeunes interrogés, 2 jeunes sur 3 déclaraient connaître l'ensemble de l'équipe du FJT. Donc ça, c'est très révélateur effectivement de ce partage de l'accompagnement au sein de l'ensemble d'équipes des FJT. Deuxième partie, on va dire, de l'étude, toujours sur l'accompagnement socio-éducatif en FJT, c'est ces approches plurielles et complémentaires. Ce qu'on voit bien dans l'étude, c'est que finalement, l'accompagnement qui est prodigué en FJT, c'est un accompagnement global qui ne se contente pas des questions de logement, mais qui finalement vise à accompagner les jeunes à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, sur l'ensemble finalement des problématiques que peut rencontrer le jeune au cours de son séjour dans le FJT. Et ce qui est bien mis en exergue, et ce dont on est par ailleurs convaincu, c'est que les FJT ont un modèle d'accompagnement qui allie très bien l'individuel, le collectif, et qui s'appuie sur la participation des jeunes. Participation des jeunes qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Donc l'étude montrait que même si la grande majorité des jeunes, la majorité des jeunes qui avaient été interrogés avaient pour habitude, ou en tout cas avaient déjà participé à des temps d'animation collective qui sont dispensés dans les FJT, les FJT et les équipes chargées de l'accompagnement socio-éducatif notent tout de même que c'est parfois assez compliqué, voire très compliqué, de faire participer les jeunes à ces temps collectifs et à les associer de manière, on va dire, assez intrinsèque au projet de la structure. Donc comme je le disais, et ce qui est bien mis en avant dans l'étude, c'est que l'accompagnement qui est prodigué dans les FJT, c'est un accompagnement global qui n'est pas limité au logement. Les jeunes peuvent trouver une aide auprès des équipes des FJT sur tout ce qui concerne l'insertion professionnelle, la mise en œuvre de leurs projets professionnels, une aide aux démarches administratives, aussi à la gestion du budget. C'est un point extrêmement important, extrêmement difficile à gérer pour les jeunes qui décohabitent. Et c'est un pas vers l'autonomie qui peut difficilement se faire seul. Donc là, les jeunes en FJT trouvent vraiment une aide très précieuse. Et puis, parmi les autres thématiques de l'accompagnement, il y a bien évidemment les questions de santé et d'accès aux soins, mais les questions de culture aussi, la citoyenneté, le développement durable et la solidarité, qui sont des sujets qui sont abordés dans les FJT et qui contribuent à l'autonomie des jeunes. Je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement. Donc, comme je disais, une approche globale qui est permise par finalement la proximité qu'entretient l'équipe avec l'ensemble des jeunes qui sont logés, du fait qu'on est dans une structure, que les FJT sont des structures de logement. Et donc les jeunes sont entre guillemets, on va dire, captifs, et ça facilite très grandement l'accompagnement qui peut être prodigué par les équipes grâce à cet accompagnement qui a cette spécificité d'articuler, comme je disais, l'individuel, le collectif, du formel et des temps aussi plus informels qui permettent vraiment d'être au contact des jeunes au quotidien et de les accompagner, d'avoir une vraie présence et un vrai accompagnement dans ces différents temps de leur séjour. Un des points aussi extrêmement importants, c'est la question de l'inscription de FJT dans l'environnement partenarial. Parce que ce qui permet d'étayer
en fait, l'accompagnement socio-éducatif en FJT, c'est la capacité des FJT à tisser un certain nombre de partenariats avec l'ensemble des acteurs qui interviennent auprès des jeunes dans les différents champs, que ce soit les champs de la formation, de l'emploi, de la santé, mais aussi du logement. Et donc, c'est la capacité des FJT à organiser des interventions de la part, par exemple, des missions locales au sein des FJT pour faire connaître ces structures et ces modalités d'accompagnement aux jeunes. C'est extrêmement important dans la manière dont l'accompagnement socio-éducatif se met en œuvre dans les structures. Et ce que montre très très bien l'étude, c'est que cette dimension partenariale, elle est favorisée par deux éléments. Le premier élément, c'est par la dynamique qui peut être instaurée au sein du FJT, au sein de l'équipe, lorsqu'il y a évidemment des personnels qui sont dédiés à ces relations partenariales, à cette capacité à faire réseau, c'est évidemment un levier très fort, et c'est une capacité qu'on retrouve surtout dans les FJT les plus grands et donc les mieux dotés de fonctions support. Mais ce qui permet aussi de favoriser cette dimension partenariale, c'est évidemment l'implantation du FJT dans un environnement qui dispose d'un réseau d'acteurs riche et dynamique. La préexistence de réseaux locaux d'acteurs jeunesse est extrêmement facilitant pour les FJT. Ça semble évident, mais voilà, ça permet de l'objectiver. Après, un des points sur cette question du partenariat, un des points, on va dire, des axes d'amélioration qui avaient été pointés par l'étude, c'est parfois le manque de lisibilité. De la spécificité de l'accompagnement socio-éducatif et du modèle FJT auprès des partenaires. Les FJT sont encore trop souvent perçus comme des services exclusivement centrés sur le logement. Et finalement, ça incite les partenaires à ne les percevoir que comme des acteurs du logement, alors qu'ils sont en réalité bien plus, et qu'ils accompagnent les jeunes dans leur prise d'autonomie. Donc c'est un des points qui est effectivement pointé par l'étude et qui nous a semblé être un des points sur lesquels nous devrions collectivement tous travailler. Voilà, donc dernière partie de cette étude, j'espère ne pas avoir été trop longue, mais c'est vrai que c'est une étude qui est extrêmement riche d'enseignements. C'est un des points extrêmement importants, c'est la réception par les jeunes de cet accompagnement et le rôle de cet accompagnement dans la prise d'autonomie des jeunes. Donc, très rapidement, voilà, ce que notait l'étude, c'était que le panel de jeunes qui a été interrogé dans le cadre de l'étude était extrêmement divers, à la fois en termes de parcours scolaire et professionnel, et aussi de parcours résidentiel. Certains des jeunes qui étaient interrogés dans l'étude étaient dans un premier processus de décohabitation. Certains étaient passés, en revanche, par différents processus de décohabitation, étaient passés par l'institution ASE, par des foyers, voilà, par du logement autonome, etc. Et avaient connu un parcours un petit peu plus divers. Et globalement, ce que montre à la fois l'enquête et les entretiens passés auprès des jeunes, c'est le rôle pluriel et très positif du séjour en FJT dans le parcours des jeunes. D'abord, le modèle FJT offre une stabilité et un cadre extrêmement sécurisant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est extrêmement important pour les jeunes. C'est aussi l'occasion de faire un premier pas vers l'autonomie résidentielle à la sortie du foyer familial. Et c'est également un temps pour se tester, pour faire des erreurs, un temps qui est finalement assez rare dans la vie d'un jeune. Aujourd'hui, la société est très exigeante en direction de la jeunesse, et finalement le modèle FJT permet, grâce à l'accompagnement et l'encadrement par les équipes, donne cette liberté en fait aux jeunes de tester des choses et de se tromper aussi. Donc c'est extrêmement important.
Les jeunes trouvent aussi dans le modèle FJT un lieu de convivialité où ils peuvent rencontrer d'autres jeunes, ce qui ne pourrait pas forcément être le cas dans des logements autonomes dans le diffus, dans des logements de droit commun. Et puis, et c'est peut-être même un des points principaux, l'offre de logement FJT, c'est une offre qui est accessible financièrement et qui est pratique pour les jeunes. Voilà, je ne vous lis pas in extenso les verbatims, mais c'est très révélateur effectivement de la vision qu'ont les jeunes de leur séjour en FJT. Dernier point aussi sur la sortie du FJT, qui était un des points aussi traités par l'étude. On voit, et c'est, je pense, révélateur aussi de l'efficacité de l'accompagnement en FJT, que la très grande majorité des résidents souhaitent, à leur sortie, emménager dans un logement autonome. Avec l'envie, après avoir vécu dans un logement semi-collectif, avoir leur propre logement et avoir son chez-soi. Mais il reste quand même une certaine minorité de jeunes qui préféraient pouvoir rester en FJT, soit parce qu'ils ont des difficultés à trouver un logement, parce que leur insertion professionnelle est encore instable, et qu'ils sont dans des territoires où le marché du logement est tendu. Et puis, c'est aussi, encore pour certains jeunes, une volonté de préserver des liens qui sont sécurisants, qui leur donnent un ancrage à la fois dans un lieu, dans un cercle amical et dans un cercle familial, et qu'ils ont la crainte de perdre en quittant ce cadre sécurisant et en s'installant dans un logement autonome. Et ce que notait l'étude également, très important, c'est que finalement, l'accompagnement socio-éducatif permet de préparer la sortie des jeunes, et que les jeunes, à la sortie du FJT, donc, ne sont pas livrés à eux-mêmes et qu'ils sont armés pour rentrer, on va dire, dans des logements de droit commun et vivre leur vie de manière autonome. Voilà, j'en ai fini sur la restitution de cette étude. J'espère ne pas avoir été trop longue. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que il me semble bien que les résultats de cette étude, alors c'est pas pour dire nous aussi, on a fait ça, mais il y a, je sais pas, un peu plus d'une paire d'années, je crois, 3 ans maintenant. On a fait aussi au sein de notre réseau une étude assez fouillée aussi sur les conditions de fonctionnement. Alors on arrive à des appréciations extrêmement semblables, mais en même temps, dans ces appréciations, on s'aperçoit qu'il y a des choses là-dedans qui se font bien et d'autres qui se font plus difficilement. Donc je pense que ce serait intéressant, avant qu'on demande à Madame Dary ce que la CNAF va faire de ces enseignements-là, voir si il y a des questions ou des interventions, et puis après ces questions, s'il y a des compléments d'information, des compléments à apporter par la CAF des Hauts-de-Seine ou de Paris, et ce sera les bienvenus. Oui, alors peut-être pas autour de l'étude. On avait participé à sa présentation. Moi, je la trouve très intéressante. Et puis, on se retrouve beaucoup dans les éléments qualitatifs en fait qui ressortent. Alors, quelques mois après son appropriation, moi, j'ai plutôt envie d'essayer de voir quels enjeux en fait on peut en retirer dans notre pratique quotidienne, partenariale, territoriale, aujourd'hui, autour de la question des foyers de jeunes travailleurs. Il y a plusieurs éléments en fait qui me viennent en tête. Peut-être le premier élément autour de ce que vous soulignez en introduction, c'est-à-dire un logement à faible coût. Je pense que ça reste un enjeu important dans un certain nombre de villes importantes en France, et que nous sommes partenaires, la CAF, notamment la CAF de Paris, dans le cadre de la commission appel à projet, dans laquelle, avec un certain nombre de partenaires, nous étudions les propositions de création de foyers de jeunes travailleurs. Et c'est vrai que la question de la présentation des taux d'effort des jeunes par différentes catégories de statut
ne constitue pas aujourd'hui une obligation, en fait, quand on présente les projets, et pourtant, ça nous semble essentiel. Pourquoi ça nous semble essentiel ? Parce qu'en fait, c'est le levier de la mixité sociale. Si vous ne pouvez pas entrer concrètement des jeunes avec une diversité de statuts et des taux d'effort corrects, vous ne pouvez pas atteindre la mixité sociale. Donc cette mixité sociale, elle se doit d'être outillée, et son premier outil, c'est le niveau des redevances, et qu'il puisse être atteignable pour une diversité de niveaux de ressources et de statuts de jeunes. Et en effet, souvent ce sujet, il est traité bien après la présentation des projets en commission appel à projet, et on le découvre en fait dans la mise en service opérationnelle des foyers. Par ailleurs, les équipes opérationnelles souvent le découvrent avec nous, puisque ce sont d'autres équipes souvent qui ont travaillé sur le montage financier, et en fonction de la taille des structures, des gestionnaires, des porteurs de projets, il n'y a pas forcément toujours le lien entre les deux. Voilà, alors ça c'est une question un peu technique, mais c'est vrai qu'elle nous semble essentielle, c'est-à-dire que la mixité sociale, il faut qu'elle soit outillée. Une deuxième réflexion, c'est de partager aussi autour du projet social, en amont de la mise en œuvre de l'ouverture des structures ou dans la vie de la structure, des principes de travail autour de l'action socio-éducative. Alors, sans doute sans faire exprès, vous avez mis le doigt sur un sujet qui nous a beaucoup, beaucoup fait échanger dans la commission à projet, qui est la question du ménage. Puisque en effet, chez certains acteurs, le ménage, il y a des gens qui viennent dans les logements pour faire le ménage pour les jeunes, et nous défendons plutôt un principe d'action qui est d'accompagner sur le savoir habiter, et donc le ménage, comme plein d'autres choses, c'est un levier, et bien évidemment, il n'est pas question de facturer le ménage aux jeunes, et il n'est pas question de faire le ménage à leur place. C'est un principe d'action, mais en effet, avec l'arrivée d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément issus de l'éducation populaire dans ce secteur-là, il y a un certain nombre de principes éducatifs qu'il est bien de formaliser et de partager en amont de l'ouverture des structures. Et parfois, des éléments qui peuvent paraître basiques nécessitent d'être un petit peu illustrés. Et il y a au final jamais de questions idiotes et de questions simples à l'ouverture des structures. Après, il y a une question sur laquelle je voudrais revenir, sans doute parce que ça fera le lien avec ce que vous présenterez après sur les perspectives. Je parlais tout à l'heure de la mixité sociale. On s'est arrêté dans le cadre du séminaire Fluidité sur le territoire parisien avec les acteurs du logement des jeunes, et notamment avec la DRIL et avec la mission locale. Vous avez évoqué tout à l'heure ce partenariat. L'enjeu de l'intégration des publics plus vulnérables, tout en respectant l'équilibre de peuplement et la mixité sociale au sein des structures. On se casse un petit peu les dents sur cette question, à la fois parce que dans ces publics un petit peu plus vulnérables, on a des taux d'effort trop importants. Je pense notamment à des publics qui sont en garantie jeune, en service civique, qui peuvent être aux portes de l'insertion professionnelle, mais qui n'ont pas encore suffisamment les ressources nécessaires, tant par leur niveau que par leur stabilité, pour intégrer réellement un foyer de jeunes travailleurs. Et même si en face, on a des acteurs qui sont prêts, de par leurs compétences, à intégrer ces jeunes, mécaniquement, c'est compliqué. Alors, on a lancé différentes expérimentations. En Ile-de-France, nous, à la CAF de Paris, on est en train d'expérimenter avec la LJT, le CLAGE et la mission locale de Paris, un projet de 20 jeunes. On a travaillé sur une cohorte de 20 jeunes, services civiques et garantie jeunes. C'est une micro-expérimentation pour essayer de voir si on donne un peu plus d'argent, si on travaille un peu plus sur les savoirs habités en amont. Est-ce que dans le cadre d'un partenariat étroit, est-ce que ce serait suffisant pour faciliter l'intégration de ces jeunes? Alors on verra bien la conclusion. Il y a le Conseil régional d'Île-de-France aussi qui a fait une sortie un peu tonitruante sur la contribution au titre des aides au logement pour les jeunes, et le Fonds de sécurisation professionnelle qui a lancé une expérimentation autour de 1000 jeunes. On n'a pas encore les informations sur la déclinaison sur le territoire parisien, mais je pense que toutes ces expérimentations, ce serait intéressant de les suivre pour voir s'il n'y a pas des bonnes idées à aller chercher.
Voilà, et puis peut-être rebondir sur ce que vous avez évoqué sur 2 thèmes. Sur la partie RH, on est confronté dans le secteur des FJT à d'autres problématiques, mais qu'on retrouve dans le secteur de l'action sociale. Ce matin, on était au Copil Solibail à la Drille région. Le problème de la fidélisation en fait des jeunes professionnels, c'est-à-dire que souvent ces jeunes professionnels arrivent, bénéficient d'un transfert de compétences, d'une montée en compétences de par le transfert des connaissances de leurs aînés ou de leurs collègues, et puis voilà, ils vivent leur petit bonhomme de chemin et souvent ils partent. Donc la question de la fidélisation et du partenariat avec aussi les instituts de formation pour faciliter aussi le recrutement dans le réseau, je pense que ça c'est un sujet. Et puis pour finir sur la question de la transversalité, parce que vous l'avez abordé, de plus en plus les nouvelles opérations intégrant des foyers de jeunes travailleurs proposent des logements pour familles monoparentales. On peut dire que pour la CAF de Paris, ça nous semble être particulièrement intéressant comme dynamique, que ça nécessite toutefois de notre part un accompagnement, la montée en compétences autour de la question de la parentalité. Et ça permet d'accentuer aussi la transversalité de l'intervention des FJT, la transversalité par les thématiques qui peuvent être travaillées dans l'action socio-éducative et aussi par le développement d'autres partenariats qui facilitent aussi des ponts, d'autres ponts avec le territoire et avec d'autres acteurs. Alors, est-ce que sur cette intervention, quelqu'un veut rapporter d'autres éléments ? Vas-y. Merci Jean. Oui, effectivement, merci pour votre intervention. Je vais juste intervenir sur le dernier point, effectivement sur l'accueil de familles monoparentales qui se font de plus en plus effectivement au foyer jeunes travailleurs. Clairement, on a beaucoup de jeunes femmes qui accouchent en FJT et qui restent après sur les lieux avec leur bébé, clairement. Donc c'est très compliqué, effectivement, quand il y a une non-possibilité d'intégrer un logement autonome via une insertion professionnelle encore trop peu développée de la part de cette jeune ou de ces jeunes. Donc là, c'est très compliqué de travailler avec les centres maternels, d'avoir des places. Les dispositifs Solibail sont saturés, notamment dans le 92. Donc là, quand on lit les directives, on a des éloignements à 1h30. Donc quand on a une personne qui est en cours d'emploi, en CDI avec un nouveau-né, c'est compliqué. Là, clairement, on a une jeune positionnée à Nanterre qui vient d'être dirigée sur Damary-les-Lys en étant en CDI à Nanterre. Donc c'est très compliqué. Et en plus de ça, elle vient d'accoucher d'une prématurée de 2 mois. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple très concret de choses qu'on vit, nous, agents de terrain, sur les foyers jeunes travailleurs. Et effectivement, on se pose de plus en plus la question sur le relogement de ce type de ménage. Parce que bien évidemment, donc, il y a la jeune femme, le bébé, mais il y a bien aussi le conjoint, la plupart du temps, qui ne fait pas partie du FJT et qui fait partie, par contre, du ménage en recomposition et en regroupement. Donc merci de l'aborder parce que c'est des questions d'un terme partenarial, je pense, qui sont à développer aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Sur ce point particulier, je pense qu'on va l'aborder dans la dernière... Qui ? Oui. Christiane, Alors, je me permettrai d'intervenir sur une question qui est d'actualité au sein du gouvernement. C'est la question de l'aide sociale à l'enfance et la sortie de l'aide sociale à l'enfance des ex-mineurs non accompagnés. Alors, ce sont des jeunes qu'on accueille en grande partie au sein des foyers de jeunes travailleurs et il y a un vrai problème, on va dire en l'occurrence de partenariat, sur la question de leur situation régulière de séjour en France et ça devient de plus en plus dramatique. Alors, quand les jeunes sont arrivés très très jeunes, c'est-à-dire 14-15 ans, tout se passe bien, mais pour ceux qui sont arrivés à 17-18 ans, c'est très difficile. Et par rapport à ça, vous disiez tout à l'heure que la fonction logement était... on va dire l'affichage des foyers de jeunes travailleurs, mais notamment par rapport à certains partenaires, il y a plutôt une tendance à privilégier on va dire l'expertise en accompagnement socio-éducatif des FJT pour finalement faire glisser l'accompagnement complet du jeune au sein du foyer de jeunes travailleurs, alors que parfois vous avez des prescripteurs qui devraient participer à cet accompagnement.
Juste pour rebondir sur la question de la parentalité, les FJT doivent également s'adapter à de nouveaux schémas aussi dus à la monoparentalité, on en parlait tout à l'heure, mais aussi à la coparentalité. On a également parlé des mamans avec leurs bébés, mais quid des papas qui ont aussi leurs enfants en garde alternée. Et donc là, on n'est pas non plus préparé à accueillir ces enfants qui viennent ponctuellement sur un week-end. Voilà, donc c'est aussi une piste de réflexion. Il semblerait bien qu'il y ait concordance entre les observations qu'on vient de faire et puis ce qui s'inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion pour la période qui s'ouvre. Hein. Mais avant de vous donner la parole là-dessus, je voudrais juste revenir sur la question des qualifications de l'équipe. Ce qu'on vient d'entendre là dans le rapide échange d'intervention, c'est que dans les foyers, les équipes sont de plus en plus sollicitées par des situations ou par des faits pour lesquels ils n'ont pas été formés, ni dans leur formation initiale et pas forcément dans leur formation continue. Donc là, il y a une vraie question qui nous est posée pour l'avenir, c'est-à-dire comment par quelle voie, par quels moyens, il sera possible d'anticiper un peu ce que seront les métiers de demain. Nous avons un groupe au sein de la RFJ qui se préoccupe de cette question-là, parce qu'effectivement, on se trouve les uns les autres confrontés à cette limite des personnels qui interviennent. Et je mets cette question non pas pour avoir une réponse tout de suite, mais pour dire que c'est une préoccupation majeure dans nos associations et que on a relativement peu d'interlocuteurs en dehors de la CAF, et je ne dis pas ça pour caresser dans le sens du poil, je veux dire que pour se préoccuper de ça, il y a peu de monde. Donc ça, il nous semble que c'est sans doute une des thématiques qui rentrerait dans ce que j'ai cru comprendre également des objectifs de la convention qui s'ouvre, qui est de renforcer un peu les partenariats et les coopérations entre la CNAF, les CAF, mais aussi les acteurs de terrain. Donc si vous pouviez nous en dire un mot, probablement ça nous ferait chaud au cœur d'avoir des perspectives de travail intéressantes pour l'avenir. Oui, merci. Alors effectivement, toutes vos interventions pointent des perspectives d'évolution, en tout cas des sujets sur lesquels on souhaite travailler. Alors effectivement, je vais peut-être reprendre, j'avais prévu de vous faire une petite présentation des perspectives de la Convention d'objectifs et de gestion sur le champ de la jeunesse, puisque c'est dans cette thématique qu'est positionné le soutien au FJT pour nous. C'est pour vous donner le cadre un petit peu stratégique et politique dans lequel ce soutien au FJT va s'inscrire. Et je détaillerai après, je reviendrai plus en détail sur les perspectives que l'on souhaite porter sur la partie FJT, à la fois en termes d'ambition, de développement de notre soutien via la prestation de services, et aussi le chantier de rénovation de la prestation de services qui va nous occuper pour l'année 2019 et qui va essayer de répondre en partie à l'ensemble des sujets de préoccupation que vous avez amenés à l'instant autour de l'accueil des publics vulnérables, des familles monoparentales, de la question du développement du partenariat, puisque c'est finalement sur la base des constats de l'étude et d'un certain nombre d'autres bilans et de notre expertise par ailleurs que nous avons identifié un certain nombre de champs sur lesquels on souhaiterait travailler pour rénover le cahier des charges de la prestation de services et apporter quelques réponses, parce que je ne pense pas qu'à notre niveau, on puisse apporter l'ensemble des réponses aux problématiques des FJT, mais en tout cas d'activer un certain nombre de leviers à notre niveau qui vont permettre de faciliter un petit peu les choses.
Alors d'abord, sur la position de la jeunesse dans notre convention d'objectifs et de gestion actuelle. Donc le soutien à la jeunesse qui est positionné pour la première fois dans cette COG dans une fiche à part, puisqu'auparavant la jeunesse était plutôt identifiée sur une tranche d'âge très large qui englobait à la fois l'enfance à partir de 3 ans, donc à la sortie de la petite enfance, jusqu'à 25 ans. Donc c'était extrêmement large. Cette COG nous permet d'avoir des choses plus ciblées sur le public 12-25 ans. Donc c'est une nouveauté qui s'inscrit dans la continuité voilà, de précédentes COG, notamment des orientations jeunesse qui ont été votées par le conseil d'administration en 2016 et qui voilà, ont renforcé considérablement l'implication de la branche en direction de ce public. C'est important de le dire parce que c'est voilà, le champ de la jeunesse entendu comme 12-25 ans était pas forcément extrêmement bien structuré et très lisible, on va dire, dans la politique des caisses d'allocation familiale et de la branche famille de manière générale, on va dire. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, cette COG est novatrice. Et donc, pour en venir aux objectifs, nous poursuivons 2 objectifs principaux en direction de la jeunesse pour cette COG. Le premier, encourager les initiatives des adolescents. Et le deuxième, poursuivre le développement des actions favorisant l'autonomie des jeunes. Donc le soutien au FJT correspond vraiment à ce deuxième objectif. C'est un des leviers très importants du soutien à l'autonomisation des jeunes. Donc pour ce qui est des actions phares, vous le voyez, comme je vous le disais, la question du soutien au FJT est vraiment positionnée comme une des actions phares sur la jeunesse de cette COG, au travers des objectifs de développement. Vous le voyez aussi à l'écran, puisque sur cette COG, nous allons poursuivre notre soutien au FJT à travers la prestation de services, puisque nous prévoyons de soutenir 3000 lits supplémentaires en FJT sur l'ensemble de la période. Donc c'est un effort qui est quand même assez conséquent, puisque sur la période de la dernière COG, c'était 2218 lits supplémentaires qui avaient été financés via la prestation de services. Donc là, on est sur un objectif qui est supérieur et qui est pour le coup assez ambitieux. Et donc ça représentera un effort financier de 3 millions d'euros supplémentaires, donc un pourcentage de 2% par an sur l'ensemble de la période. Donc il y a un soutien assez fort au développement de logements en FJT, qui est un objectif, pour le coup, qui est en phase avec les annonces gouvernementales de développement du logement des étudiants et des jeunes actifs, puisque voilà, le gouvernement avait annoncé il y a quelques temps déjà la création de 80 000 logements, dont 20 000 logements en direction des jeunes actifs. Le deuxième chantier très important, je vous le disais, que l'on va engager en 2019 dans le cadre du soutien au FJT, c'est la remise à plat des critères de l'actuelle prestation de service FJT. Puisque les critères datent donc de la lettre circulaire qui a été publiée en 2006, donc qui commence à être un peu ancienne, et au regard de l'ensemble des évolutions à la fois sociales, institutionnelles, il faut, en tout cas il nous semble, et je pense que vos interventions le montrent aussi, il faut revoir un certain nombre de critères de cette prestation de service, alors sans toucher aux modalités de calcul qui resteront ce qu'elles sont, mais en tout cas on a un certain nombre de critères sur lesquels on peut intervenir et qui vont nous permettre de faire en sorte d'être plus en phase avec les nouveaux besoins des jeunes, et notamment d'être plus en phase avec l'accueil des jeunes les plus vulnérables. Aujourd'hui, on le sait, et vos interventions le montrent, l'accueil des jeunes placés au titre de l'aide sociale à l'enfance
les jeunes qui sortent de l'ASE, les jeunes MNA, voilà, l'ensemble de ces jeunes vulnérables, les familles monoparentales aussi, sont demandeuses d'une offre de logement qui n'est pas suffisante et auquel il faut répondre. Et les logements FJT, l'offre FJT fait partie des logements qui pourraient être davantage adaptés, si tant est que l'on respecte le principe très important de mixité sociale, qui, je le répète, est un principe auquel on est extrêmement attaché. Et donc, il ne s'agira pas, dans le cadre de ce chantier, qui et pour l'instant se mettra en œuvre sur l'année 2019. Il ne s'agira pas de revenir sur cette question de la mixité. Il faudra bien poser un certain nombre de garde-fous et nous, la branche famille restera très attachée à cette question de la mixité. Mais il faut aussi pouvoir desserrer un peu les taux et faire en sorte que les FJT puissent accueillir ces jeunes ASE sans être pénalisés, puisqu'aujourd'hui, la prestation de service prévoit des plafonds, des pourcentages plafonds au-delà desquels ils perçoivent moins de prestations de services. Et donc, voilà, une des pistes que nous envisageons, mais encore une fois, rien n'est tranché et ce sera l'objet du travail que l'on va engager sur l'année 2019, qui sera effectué en lien avec des caisses d'allocation familiale, les partenaires institutionnels qui financent et qui sont partenaires des FJT et des gestionnaires de FJT, des fédérations gestionnaires de FJT. Donc ce sera vraiment un travail collaboratif qui visera vraiment à remettre à plat l'ensemble des critères et de dégager des pistes pour faire en sorte de faciliter l'accueil des jeunes ASE, des jeunes sortants de l'ASE, qui est aujourd'hui une priorité du gouvernement. Troisième point, c'est également, on l'a vu, ça ressortait très fortement dans l'étude et vous l'avez réaffirmé dans vos différentes interventions, c'est par quel levier on peut renforcer l'inscription des FJT dans les politiques locales et dans les partenariats locaux, comment on peut faciliter cette inscription dans les réseaux d'acteurs et dans les politiques. Là aussi, ce sera un des champs que l'on va travailler dans le cadre donc, de ce travail de refonte de l'APS. On a identifié un certain nombre de leviers. Il nous semble qu'il y a un certain nombre d'outils que l'on peut mettre en place et au niveau départemental et local, les caisses d'allocation familiale sont impliquées dans les schémas départementaux des services aux familles, dans les démarches de convention territoriale globale qui sont des leviers de partenariat et de structuration des politiques qui sont très importantes. Donc il y a des choses peut-être à faire pour renforcer l'inscription des FJT dans ces dispositifs partenariaux. Donc ça, c'est un des leviers que l'on envisage et que l'on perçoit pour l'inscription du partenariat, mais il y a sûrement beaucoup d'autres choses à faire et donc ce sera l'objet du travail qui sera mis en œuvre donc, au printemps 2019 avec l'ensemble des acteurs que je vous ai cités pour essayer de trouver collectivement des pistes pour faciliter à la fois l'accueil des jeunes vulnérables et l'inscription des FJT dans le partenariat local. Je ne veux pas te forcer la main, Delphine, mais sur la question de partenariat local, j'aimerais bien que tu interviennes sur ce que tu fais à Bayonne. Sans te forcer la main, mais fais-le tout de suite quand même. Hein, Alors, là, on a monté 2 expérimentations. Une première avec des jeunes qui sortent de MEX. En fait, nous, on s'est aperçu que les jeunes qui sortaient de MEX à 21 ans, moins 2 heures, ne vivaient pas très bien le séjour au FJT parce que d'une part, ils n'avaient pas été préparés et que d'autre part, c'était une étape supplémentaire dans leur parcours résidentiel et qu'ils n'avaient pas forcément envie d'être en foyer. Et donc, on a passé une convention avec une MEX voisine pour qu'il y ait une sorte de passage entre la MEX et le FJT. Le principe étant que le jeune intègre le FJT 3 mois avant la fin de son contrat, jeune majeur, et que de fait, il est logé au FJT, mais toujours accompagné par son éducateur de la MEX. Il se trouve que nous, on a revu le fonctionnement de notre association et qu'on a dissocié le logement
du socio-éducatif. Ce qui veut dire qu'un jeune qui rentre chez nous, alors nous sommes à Bayonne, a un référent logement qui va s'occuper de toute la question du savoir habiter, et pour les jeunes les plus vulnérables, en plus un référent socio-éducatif. Les référents logements qui s'occupent de l'accompagnement logement sont plutôt de formation CESF, alors que les référents socio-éducatifs sont plutôt des éducateurs spécialisés. Et c'est un point aussi que je souhaitais soulever, parce que dans le calcul de la PSE, voilà, tout ce qui est lié au logement, notamment la gestion locative, qui est quand même un sujet important en FJT et qui est la pierre angulaire de notre activité. Et voilà, il ne faudrait pas non plus ne pas la prendre en compte dans le calcul de la PSE. Et dans notre cas, ça peut avoir des conséquences, puisqu'on a l'accompagnement au savoir habiter qui est sorti du pôle socio-éducatif. Voilà, et il y a une autre expérimentation là qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de l'accueil des familles monoparentales. Alors là, on est sur non pas la poursuite d'un séjour de jeunes femmes qui seraient tombées pendant leur parcours au FJT, mais bien l'accueil de jeunes femmes qui ont déjà eu un enfant, jeune femme ou jeune homme d'ailleurs, hein, donc de moins de 25 ans avec un enfant de moins de 3 ans. Donc l'idée, c'est que le FJT mette à disposition un logement. Donc il se trouve qu'on a des logements en foyer diffus de type 3 pièces, donc des logements adaptés. Donc foyer diffus, foyer soleil, donc conventionné en résidence sociale. Donc le FJT mettrait à disposition le logement, s'occuperait de l'accompagnement au savoir habiter et coordonnerait le partenariat avec le département sur la question de l'accompagnement global via une assistante sociale et la PMI sur la parentalité, sur les questions de parentalité, et en complément la mission locale sur la question de l'insertion. Donc FJT logement, département accompagnement global et crèche, et accompagnement sur la parentalité, et mission locale sur la question de l'insertion. Voilà. Donc on est en train de formaliser ce partenariat et le FJT s'est positionné sur cette expérimentation parce que dans le cadre de notre participation aux politiques locales, on participe au CAL, les bailleurs, donc aux commissions d'attribution des logements. On participe aussi aux commissions du département, des commissions d'insertion et de logement. Et que on est parti sur un constat de besoin. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le rôle des FJT, c'est ce rôle d'observatoire. Quelqu'un veut aussi compléter ce que vient de dire Delphine ou faire part d'une autre préoccupation ou expérience ? Dans le cadre de la commission appel à projet, on est invité quand même à avoir une visibilité sur l'équilibre financier des structures à court terme, immédiatement, et puis à plus long terme, hein, parce que les structures s'engagent sur des prêts de long terme. Et c'est vrai que se pose la question de l'articulation des financements, prestations de services et AGLS. Alors en fonction des territoires, des politiques territoriales, des moyens disponibles et des enveloppes, du nombre d'émergences de structures, enfin bon, je pense qu'il y a autant de territoires, autant de situations, mais un constat quand même commun, c'est que le nombre de structures, l'augmentation du nombre de structures n'est pas suivie d'une augmentation du budget des BOP. Et pour le coup, souvent on voit des opérations qui sont à l'équilibre au moment où on les regarde, mais elles intègrent la GLS dans cet équilibre, dans l'équilibre d'exploitation, mais on sait très bien qu'elles sont un certain nombre à ne pas toucher la GLS.
Et donc, se pose la question, à long terme, d'un déséquilibre structurel, en fait. Et donc, forcément, la structure, à un moment donné, parce qu'elle est obligée de faire de la gestion locative sociale, c'est un cœur d'activité. Et donc, ça peut poser question, autant pour les petites structures que pour les grosses, ça ne se pose pas de la même manière en termes de fonctionnement. Mais quand on a un foyer avec 250 places et de gros espaces collectifs à entretenir, ou quand on a un petit foyer avec une nécessaire polyvalence et beaucoup plus importante, on est forcément impacté par ce sujet. Et c'est vrai qu'on a échangé avec la DRIL à Paris autour de cette question. Il faudrait qu'on puisse avoir des orientations qui nous permettent d'asseoir en fait cette exigence d'allocation commune de subventions, de se dire peut-être on va prioriser telle création sur telle création, sachant qu'on a de la marge de manœuvre quand même, parce qu'à Paris pour le coup on n'a pas créé autant de places en 2017 et en 2018 que les financements nous le permettaient. Mais c'est vrai qu'on a cette vraie question et on est assez inquiet quand même à moyen terme sur les effets que peuvent avoir ces absences de subventions. Merci. Vous voulez réagir ? Peut-être très brièvement sur le dernier point que vous soulevez. Je n'ai pas forcément tous les éléments de réponse à vous apporter aujourd'hui. J'entends que c'est une préoccupation. Juste pour donner des éléments de contexte, la CNAF est associée au niveau national à un accord cadre passé entre l'État et l'UNAGE et un certain nombre d'autres partenaires qui suivent le déploiement de nouvelles opérations FJT sur l'ensemble du territoire national. Donc c'était un accord cadre qui a porté sur les années 2017 jusqu'à 2019, qui va faire l'objet d'une évaluation et dont on tirera un certain nombre de conséquences et d'orientations nouvelles pour la bonne articulation entre effectivement l'ensemble des partenaires et les financements qui peuvent être apportés aux créations de FJT. Donc c'est un point qu'on aura à l'esprit. Voilà. Merci. Tu termines ? Non, vas-y. Non, si tu as autre chose à dire, tu le dis. Non, moi je voulais revenir sur l'importance que vous donnez, semble-t-il, et ça nous réjouit, à la mixité sociale. Mais Madame Rollo, tout à l'heure, est partie du montant de la redevance. Je pense que ce qui fait la mixité sociale, c'est pas le niveau de la redevance, c'est le niveau du reste à charge. C'est grâce à vous, c'est grâce au CAF et à la CNAF et à leur participation qu'on a des publics excessivement variés et différents. Sinon, il n'y aurait pas de mixité sociale dans nos foyers. C'est mon point de vue. Je suis sûr de ce que je dis en plus, bien sûr. Alors, je compléterai volontiers par une question à la CNAF et au CAF sur les partenariats, parce que j'entends bien que quand on est préoccupé par la même chose, on a assez spontanément, on va les uns vers les autres et on se dit, voilà, comment on peut mutualiser un certain nombre de moyens, un certain nombre d'idées, un certain nombre de savoir-faire, etc. Mais en même temps, les partenariats, c'est pas seulement CAF, FJT. Et notamment dans les politiques locales, ce sont aussi d'autres acteurs qui ne sont pas forcément dans les mêmes logiques de bienveillance. Et donc ma question, enfin je donne un exemple, nous à l'association que je préside à Nanterre, on a il y a 3 ans maintenant ouvert une
petite unité qui s'appelle Villa-Clotaire, qui est superbe, qui est au centre, dans le vieux village de Nanterre. Mais pour la faire sortir de terre, bon, il y a 25 ou 27 logements. Pour la faire sortir de terre, il a fallu aller chercher des financements pour l'investissement, etc. Alors là, entre parenthèses, et tout de suite, merci à la CAF qui a vraiment fait le nécessaire en tout ce qui est subvention d'équipement et d'investissement. Bravo, merci. Mais la différence avec les autres financeurs, que ce soit la ville, que ce soit l'État, que ce soit la région, etc., le financement, en contrepartie, c'est un droit de réservation. Et il se trouve que la façon dont ce droit de réservation s'exerce ne va pas toujours dans le sens de favoriser cette mixité sociale. Ça va beaucoup mieux à Nanterre, maintenant, après des explications, j'ose pas dire viril, je dirais simplement musclé, avec le CCAS sur ce qu'il convenait de faire. Mais sinon, on se livre quand même, faut le reconnaître, volontiers, au jeu de la patate chaude. J'ai quelqu'un dont je ne sais que faire, je vous le refile, mais vous allez voir, il est bien propre sur lui, pas de problème, etc. La réalité est tout à fait différente. Et on a du mal à refuser. Les jeunes qui nous viennent de l'État par le SIAO, par exemple, eux sont préoccupés de leurs propres statistiques. C'est-à-dire, j'ai un contingent ou j'ai un volume de jeunes à caser, vous êtes là pour ça, prenez-les, et puis moi, je montre que je sais faire le nécessaire. Donc, j'arrête ma démonstration, mais la question, c'est comment la CAF, en tant qu'institution, peut aussi peser, parce que Dieu sait si vous avez la possibilité de le faire en termes concrets, peser sur la façon dont ces autres intervenants, je n'ose pas dire dans certains cas partenaires, interviennent pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Voilà, c'est une question qui pour nous... alors encore une fois, tous les territoires ne sont pas pareils, hein, mais c'est quand même le cas dans beaucoup d'endroits. Voilà, c'est une question... alors, oui. Il y a la question du projet social, en fait. Moi, j'en reviens toujours un peu à... C'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer autour du projet social et de la présentation de son bilan régulier. Je pense que le projet social, c'est la formalisation d'une rencontre autour des besoins, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et d'un engagement multipartite. Alors ça se décline en convention de partenariat, bilatérale parfois, trilatérale parfois aussi. Mais c'est vrai que on est de plus en plus dans les fonctionnements administratifs qui guident l'action publique et parfois l'action territoriale, invités à créer des dispositifs bilatéraux, en fait. Et l'intérêt de la structure réside rarement dans un dispositif bilatéral, mais plutôt dans un dispositif multilatéral. Et donc, et c'est vrai que je reviens à la question du diagnostic, parce que souvent on est interpellé sur cette question du diagnostic. Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous attendez autour de cette question du diagnostic ? C'est peut-être ça aussi, sauf à être dans un diagnostic d'ouverture. Mais c'est vrai que c'est comment on rejoue aussi, comment on remet, quand on rencontre ces difficultés, l'ensemble des partenaires autour de la table. Et pour le coup, vous pourrez toujours trouver notre appui pour essayer de le faire, de manière à pouvoir avoir un dialogue commun, multilatéral, au profit de la structure et de l'intérêt des publics. Alors après, il y a une question plus opérationnelle, mais là peut-être à l'intention de Mme Dary, sur que j'ai une question technique en fait. Dans la loi Elan, il est prévu de passer à la gestion en flux. Donc, comment cela va-t-il impacter les structures FJT ?
On a été sensibilisé à la question de l'évolution du logement social par la loi Elan, par la DIL, mais je dois vous avouer que je n'ai pas trouvé dans tous les éléments qui nous ont été apportés la réponse à cette question. C'est-à-dire comment la gestion en flux va-t-elle impacter les structures de logement accompagnés, et notamment les foyers de jeunes travailleurs demain, puisque forcément, ça risque d'avoir un impact quand même assez important si les FJT en font partie. Je vais être un petit peu embêtée pour vous répondre. Moi, je n'ai pas les éléments de réponse à ce stade sur cette question. Donc, voilà. Voilà. Je suis désolée. Mais ne soyez pas désolés, c'est la bonne réponse. C'est parce qu'on se méfierait spontanément de quelqu'un qui dit « Mais moi, j'ai la réponse à tous vos problèmes. Si vous ne savez pas, vous me demandez. » Ça, on se méfie. Non, ce qui est intéressant, et en tout cas dans le fait de dire « Je ne sais pas forcément », c'est que, enfin pour nous, en tout cas, de notre point de vue, il y a un vrai chantier qui s'ouvre. Alors, je sais que on participera aux réflexions sur la manière de mener ces évolutions au niveau du travail que la CNAF va mettre, ouvre, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi pour nous de voir comment on peut se rapprocher des CAF autour de ces questions-là. C'est d'autant que pour ce que j'en sais, le contact est facile. Donc, il y a tout un présupposé qui n'a pas besoin d'être fait. Ça fonctionne. Mais en tout cas, ce que vous avez évoqué, alors, entre parenthèses, merci d'avoir respecté la consigne de pas de sigle. Hein, parce que là, ça, en tout cas, ça a permis d'être compréhensible. Mais merci pour ce que vous avez dit, parce que ça ouvre, comme dit l'autre, un champ des possibles que on va essayer, avec notre modeste charrue, de labourer. Et en tout cas, on est très demandeur de continuer à travailler avec vous autres. Voilà, on arrive au terme de cet entretien. Si vous avez certaines questions ou un point que vous auriez envie de poser, c'est le moment, parce qu'après, il vous faudra accepter une frustration particulière. J'en étais sûr. Alors, je sais qu'on l'a déjà abordé effectivement au tout début de séance et qu'on ne répondra pas à la question, ce qui est très frustrant. Notamment pour nous, agents de terrain qui accompagnons les jeunes qui sont en pleine réévaluation de leurs revenus N-1, N-2, notamment par les APL et les primes d'activité qui augmentent pour ceux qui peuvent se la faire augmenter. Beaucoup d'inquiétudes sur le public accueilli, de plus en plus de questions. De quelle nature ce calcul est fait, de quelle manière on va perdre, à quel moment ce sera fait, des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre nous non plus, agents de terrain, et pourtant on y est confronté au quotidien. Si c'est pas une fois par jour, c'est 10 fois par jour. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont de plus en plus présentes, qui vont être de plus en plus présentes, et surtout quand ça va arriver, nous, de quelle manière, agents de terrain, on va pouvoir y répondre, de quelle manière on peut sensibiliser les jeunes à une information dont on n'a pas le contenu. C'est très compliqué. Donc on essaye de faire des réunions collectives, on essaye de donner les informations. Maintenant, on ne peut pas préciser ou détailler des choses dont on ne connaît pas. Donc j'entends bien que vous non plus, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est peut-être une remarque un petit peu commune à tout le monde. Les 18-25 ans sont fortement impactés par cela et nous ne savons pas leur répondre. Ça commence à être très problématique puisque certains d'entre eux commencent déjà à en subir les conséquences. Voilà, donc soit par les niveaux de revenus qui n'ont encore pas changé, mais dont les APL ont déjà changé. Donc quand il y a une perte de 200 € mensuels, c'est quand même énorme. Voilà. Répondez au moins par le stade. Non, mais...
La difficulté, si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, pour vous répondre, c'est pas de la mauvaise volonté, mais effectivement, c'est une réforme qui est pilotée par le ministère du Logement, pour lesquelles la branche famille est associée parce qu'elle délivre les allocations logement, mais pour l'instant, nous ne sommes pas habilités à communiquer sur la réforme auprès des partenaires extérieurs, et donc je suis liée là par le secret, et par ailleurs je n'ai pas l'ensemble des informations à ma disposition puisque je ne travaille pas sur les allocations logement. Voilà, donc je dispose ni des moyens ni des autorisations, on va dire, pour communiquer aujourd'hui, mais j'entends que c'est une préoccupation très forte au regard des impacts sur le public jeune. Bien sûr. C'est une préoccupation pour les agents de terrain, mais c'est une préoccupation ce mois-ci pour les jeunes, parce qu'on vient d'en échanger. Là, au mois de janvier, on a eu quand même une forte baisse des prestations délivrées aux jeunes, et les jeunes n'ont aucune explication sur leur compte. Voilà. Donc c'est un peu technique, hein, c'est notre quotidien, mais du mois de janvier qui est très préoccupant. Je pense que je partage ça avec beaucoup de collègues. Hein. Bon, moi, je vais changer de sujet. Je voulais pas intervenir sur la question des prestations, bien que ce soit quand même le quotidien des directeurs et des agents sur le terrain. Non, moi, je voulais juste aborder un point qui n'a pas été abordé et qui me semble assez important dans le cadre de des nouveaux projets sociaux, qui est la question du numérique et de l'inclusion. Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est que donc dans nos axes de travail, il y avait tout ce qui concerne l'accès aux droits. Or, vu qu'en 2020, tout va être dématérialisé sur la question de l'accès aux droits, il y a l'inclusion numérique et comment on fait pour accompagner nos jeunes. Alors, en particulier, les jeunes les plus vulnérables. Parce que pour certains, ils viennent d'endroits qui n'étaient pas couverts concrètement, il n'y avait pas de connexion, donc ils ne savent pas comment faire. Et d'autre part, autant une partie des jeunes qu'on accueille ont déjà été initiés à travers des ateliers au collège, autant d'autres se retrouvent quand même assez démunis. Et ça pose quand même des problèmes en termes d'accompagnement, notamment en termes de responsabilité, parce que quand on a des référents qui accompagnent des jeunes sur les déclarations d'impôts ou autres déclarations, faut travailler sur les questions d'accompagnement, parce qu'ils peuvent faire aussi des erreurs. Et ils ont un droit de réserve par rapport aux informations qu'ils collectent. Donc voilà, je pense qu'il y a, et dans l'accompagnement des jeunes et dans la façon qu'on accompagne les jeunes, un chantier à ouvrir. Merci Delphine d'avoir insisté sur cet aspect qui est assez fondamental, et dans les mois qui viennent, en tout cas avant la fin de l'année, on aura une rencontre du type de celle-là autour de l'utilisation du numérique comme élément du travail éducatif et d'accompagnement qu'on peut faire. Oui, très rapidement, effectivement, la question de l'accompagnement numérique, elle est très importante. Alors, il y a la question de l'inclusion numérique, qui est effectivement fondamentale, parce qu'on pense souvent que les jeunes sont très à l'aise avec le numérique, mais quand il s'agit de faire des démarches administratives, comme vous disiez, c'est plus compliqué. Donc, les CAF mettent en place des initiatives en direction de l'inclusion numérique des publics, donc en direction de leurs allocataires. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite,
je pense que votre question aussi ouvre celle de l'accompagnement au numérique qui est fait dans les structures et du coup de la montée en compétences aussi des équipes sur ces questions numériques. De notre côté, branche famille, on porte un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, parce que certains FJT sont impliqués. Je vous vois sourire, donc je pense que vous savez ce que je vais dire. Ils sont les promeneurs du net. C'est un dispositif que je suis, donc je me permets d'en faire la promotion ici, et qui nous semble, vraiment fondamental, puisqu'il vise, pour les personnes qui ne connaîtraient pas promeneurs du net, à inciter les professionnels qui sont en contact des jeunes à développer une action, une présence en ligne sur les réseaux sociaux, et donc à prolonger l'accompagnement qui est fait en présentiel dans les structures par une présence en ligne, et qui vise, alors c'est pas tout à fait la question de l'inclusion numérique, mais ça y contribue quand même, c'est comment on accompagne les jeunes à utiliser aussi Internet, les réseaux sociaux, comment on les sensibilise aux questions de protection des données, aux risques qu'il peut y avoir sur Internet, mais aussi à toutes les potentialités que peuvent offrir le numérique. On n'en parle pas toujours quand on parle du numérique, on parle beaucoup des dangers, des problèmes que ça pose, mais ça offre aussi un certain nombre de possibilités, d'opportunités pour les jeunes. Donc voilà, promeneurs du net. En 2017, on avait fait un recensement. On avait 70 promeneurs du net qui appartenaient à des FJT. Et on pense que, voilà, à terme, l'ensemble des professionnels qui interviennent dans les FJT, au même titre que d'autres professionnels de la jeunesse, devraient développer cette présence éducative en ligne. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, il est 19h pile, passé d'à peine 5 minutes. Donc, on arrive donc au terme de cette séance. Monsieur le Président, vous voulez... Je pense qu'on va remercier Ségolène Dary pour les éclairages précieux qu'elle nous a donnés. On va remercier le vice-président Jean Marquet pour l'animation de cette soirée. Je vous informe que la prochaine rencontre, mais vous aurez l'information plus loin, mais aura lieu le 23 mai, c'est un jeudi et non pas un mardi, et c'est toujours à la même heure. Ce sera la 4e rencontre organisée par la RFJ, et je vous propose de descendre au rez-de-chaussée où une collation nous attend.